Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire, les dernières actualités des visites médicales, ce que vous devez savoir. Je suis Alexandra Guimarães, chef de projet événementiel sur l'expertise RH chez EMI et je suis ravie d'animer ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 à 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Naturellement, ce webinaire sera enregistré et le lien de rediffusion ainsi que le support de présentation au format PDF vous sera envoyé à la fin de cette session. Vous pouvez poser toutes vos questions via l'onglet Questions qui se trouve en haut à droite de la plateforme pendant toute la durée du webinaire et interagir avec nous via le chat participant. À présent, je suis ravie de vous présenter nos intervenants du jour. Daisy Nativel, team leader chez EMI. Bonjour Daisy. Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Et Elodie Verneau-Kiramet, ingénieure commerciale chez EMI. Bonjour Elodie. Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose maintenant de découvrir le programme de notre webinaire qui abordera les évolutions récentes des SPSTI et leur impact sur le suivi de vos salariés. Et enfin, nous examinerons la réorganisation de ces services et les conséquences pour la gestion RH des visites médicales. Une session de questions-réponses vous permettra enfin de clarifier tous vos points d'interrogation. À présent, je vous laisse la parole, Daisy et Elodie, et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. Merci Alexandra. Merci. Alors, nous allons commencer par cette première partie qui va nous parler de l'évolution des missions des SPSTI et de l'impact sur le suivi de vos salariés. Donc, vraiment pour vous, côté employeur. Pour comprendre en fait l'évolution des missions des SPSTI, on va commencer par détailler ce que comprend l'offre socle de service de chacun d'entre eux. Donc, elle intègre la prévention des risques professionnels, qui est censée être la première mission des SPSTI. Elle intègre également le suivi individuel de l'état de santé des salariés. Et là, on se rend compte finalement dans la pratique que les SPSTI ont tendance à mentionner en première position ce suivi individuel. En lieu et place, on va dire, de la prévention des risques professionnels. Et ils ont une troisième mission qui est la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc on voit bien avec le fait de continuer à mettre toujours très en avant le suivi individuel de l'état de santé des salariés, ça traduit que l'évolution est progressive et que nous sommes toujours dans une phase de transition où les centres médicaux sont en train de s'approprier en fait les implications de la réforme qui est malgré tout plutôt récente. Et donc, c'est aussi pour ça que nous avons choisi là dans ce webinaire de porter une attention vraiment à ce qui va vous impacter vous, les employeurs, donc à savoir le suivi de l'état de santé individuel de vos salariés. Daisy, je te laisse apporter quelques précisions sur la cotisation per capita. Exactement, donc l'évolution des missions des SPSTI influe aussi sur leur tarification. Donc la tarification des SPSTI depuis 2024 est une cotisation calculée en fonction du nombre de collaborateurs présents dans l'entreprise et chacun comptant pour un. Cette tarification réglementée pour 2025 a en suivi un coût moyen national qui a été calculé, qui est de 115,50 € par salarié, et ce montant pourra se voir appliquer plus ou moins 20% du coût moyen national. Chaque SPSTI en début d'année vont fixer leur tarification suite à une assemblée générale, et dès lors qu'ils auront fixé leurs tarifs, les communiquent sur leur plateforme des portails qui sont mis à votre disposition quand vous êtes adhérent auprès d'un service de santé. Donc, nous allons maintenant aborder dans la continuité le suivi individuel des salariés et je laisse la parole à Elodie. Merci Daisy. Oui. Pardon, je pensais avoir un souci de micro, mais il est bien activé. Donc merci Daisy. Donc oui, sur le suivi individuel de l'état de santé des salariés, on va parler de l'adhésion de proximité et de l'adaptation des fréquences réglementaires par le médecin du travail.
Donc, on va pas revenir sur les différents types de suivi, simple, renforcé, adapté, puisque vous les maîtrisez plutôt bien, généralement. On va vous parler vraiment de l'évolution des missions qui ont un impact sur vous. Donc, l'adhésion de proximité, le principe est assez simple, c'est qu'il laisse à l'employeur le libre choix de son SPSTI. Juste un petit point sémantique, parce qu'on va utiliser quelques abréviations pendant ce webinaire. Le SPSTI, donc on sait que ce sont les services de prévention et de santé inter-entreprise, que vous connaissez bien. On va y parler également de SPSTA, qui sont donc les services de prévention et de santé au travail autonomes, donc administrés par l'employeur. Et on va parler également rapidement de SPST de branche. Voilà, une petite précision faite. Je disais que les entreprises ont le libre choix de choisir leur SPSTI et c'est le cas pour toutes les entreprises qui ne relèvent pas justement d'un SPSTA ou d'un SPST de branche. Ils sont libres d'adhérer au SPSTI de leur choix à partir du moment que le service est agréé et que l'entreprise se situe, c'est important, dans la zone géographique de compétence du SPSTI. Donc, en général, c'est le département, mais on voit que avec les mouvements de fusion, les renouvellements d'agréments, on commence également à avoir une compétence qui se régionalise un petit peu plus. Ce qui est à noter également, c'est qu'un SPSTI ne peut pas s'opposer à l'adhésion d'une entreprise qui relève de sa compétence, sauf avis contraire de la DRET. C'est le seul cas, en fait. On note également que les SPSTI peuvent accepter l'adhésion d'une entreprise qui est située en dehors de son champ géographique habituel à partir du moment où cette adhésion ne remet pas en cause la couverture effective des besoins en médecine du travail du secteur pour lequel le centre médical est agréé, et à partir du moment également où le service garantit un accès de proximité pour chaque travailleur. Donc on a toujours ce double objectif. Donc tout ça est fixé bien sûr dans les contrats pluriannuels des objectifs et de moyens, le CEPOM, et les centres médicaux doivent respecter les priorités fixées par les branches professionnelles. On va parler à présent de l'adaptation de la fréquence de visite médicale par le médecin du travail. Donc il est à noter que l'adaptation de la fréquence s'effectue dans le cadre du suivi médical des travailleurs. C'est le médecin du travail qui peut décider d'augmenter la fréquence des visites, quel que soit le type de suivi de votre salarié, et donc même pour un salarié en suivi individuel simple. Pour cela, il y a certaines conditions qui seront remplies et respectées. Le médecin peut modifier cette fréquence en fonction de l'état de santé du salarié, s'il y a un risque particulier, si il y a une vulnérabilité, vraiment qui est identifiée chez un collaborateur. Dans ce cadre, il peut être utile d'augmenter la fréquence du suivi pour s'assurer que l'état de santé du salarié reste compatible avec son poste de travail. La deuxième condition possible, ça va être l'exposition à des risques professionnels spécifiques. Donc, c'est-à-dire que même lorsqu'un salarié est en suivi individuel simple, il peut être exposé à certains risques comme des agents chimiques, du bruit, des vibrations. Il peut être amené à se trouver dans des postures contraignantes. Et tous ces éléments-là peuvent en fait motiver le médecin du travail à prescrire des visites plus rapprochées. Enfin, la troisième possibilité, c'est lorsqu'il y a un retour qui est effectué de la part de l'employeur ou du salarié. Donc, si des difficultés spécifiques sont remontées, telles que par exemple de la fatigue, des douleurs spécifiques, un stress intense, bien dans ce cas, le médecin du travail peut estimer nécessaire de mettre en place un suivi renforcé. Là aussi, sans pour autant que le salarié ne soit sur un statut individuel renforcé. Donc voilà, c'est vraiment à avoir en tête, c'est que le médecin du travail peut augmenter la fréquence des visites s'il le juge nécessaire, sans avoir obtenu l'accord de l'employeur. C'est vraiment lui qui a autorité pour adapter le suivi médical en fonction de l'état de santé du collaborateur et des risques liés à son poste. On peut citer quelques exemples. Un médecin du travail pourrait convenir avec un salarié
au cours d'une visite de suivi classique, hein, de le revoir 1 an après pour faire le point sur une situation particulière que le salarié a exposée. Ça peut être également la mise en place d'un suivi un peu plus rapproché pour certains postes de travail en se basant sur des études de santé publique quand il y a des choses qui sont un peu en mouvance ou de nouvelles études qui apportent de nouveaux éléments. Et enfin, ça peut être également le cas de certains médecins certains médecins du travail qui peuvent demander à avoir des salariés à une fréquence plus régulière dès lors qu'ils dépassent un certain âge. Voilà, sans que ce soit dans le cadre de l'entretien de carrière, on vous en reparlera également. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire sur ces 2 sujets. Et on va aller un petit peu plus loin finalement sur les différentes typologies de suivi de l'état de santé des salariés. Je te laisse la parole, Daisy. Merci Elodie. Effectivement, ici, on va vous proposer en fait un point sur les statistiques publiées en 2024. Donc, c'est très récent, par la Direction générale du travail qui a fait un rapport sur l'activité des services de santé en 2022. Donc là, on peut voir que plus de 16 millions de personnes sont suivies par les SPSTI et qu'il y a un peu plus de 7 millions de visites par an. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la plus forte concentration des visites concerne les visites d'embauche pour 45%, suivies des visites périodiques pour 25%. Ce qui est marquant dans ces chiffres, c'est que les visites d'embauche représentent près de la moitié des visites médicales qui sont passées en France tous les ans, ce qui n'est pas étonnant parce que jusqu'à présent, c'était une visite systématiquement obligatoire. Dès lors que vous avez un nouveau collaborateur, il fallait en informer le SPSTI. De là, déclencher une visite médicale initiale pour le collaborateur. Donc, ensuite est venu un développement sur la traçabilité des dossiers de santé des salariés. Donc, il existe aujourd'hui une nouvelle procédure pour vos embauchés qui peuvent être exemptés de visites médicales d'information de prévention initiale. Donc, ce que je vais vous présenter et rentrer dans le plus de détails, ça concerne la dispense de visite. La dispense de visite d'embauche, de la visite d'information et de prévention initiale, c'est souvent ce qu'on appelle la VIPI, peut être mise en avant pour les collaborateurs qui arrivent dans une entreprise. Donc, sous certaines conditions, bien évidemment, lorsqu'un salarié a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite n'est pas nécessaire sous certaines conditions. Donc, s'il a occupé un poste, un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition équivalents, si le professionnel de santé détient son attestation de suivi ou si même le salarié détient lui-même le duplicata de l'attestation de suivi. Et surtout aussi, ce qui est important, c'est qu'il ne doit avoir aucun avis d'inaptitude ni de mesure individuelle d'aménagement de poste. Ça veut dire que si un collaborateur s'est vu précédemment mettre en avant un aménagement de poste, il ne pourra pas bénéficier d'une dispense de visite. Donc pour les collaborateurs qui sont en suivi individuel simple, cela doit être réalisé dans les 5 dernières années. Si il vous présente une attestation de suivi qui a plus de 5 ans, il ne pourra pas bénéficier d'une dispense de visite. Naturellement, pour les collaborateurs qui sont en suivi individuel adapté, il faudra que ce délai soit raccourci de 3 ans et pour les intérimaires de 2 ans. Attention, pour les collaborateurs qui sont suivis en renforcé, ils ne peuvent pas bénéficier d'une dispense de visite, ce qui est complètement naturel parce que cette typologie de suivi concerne des risques très importants pour vos collaborateurs, donc il est vraiment nécessaire qu'ils soient vus au préalable de leur prise de poste par le médecin du travail. Je vous propose qu'on passe par un petit sondage. Alexandra, un petit sondage? Oui. Donc, on va vous poser une question donc, dans la partie sondage qui se trouve en haut à droite de votre écran. Donc, je vous lance le sondage tout de suite et je vous lis la question. Avez-vous beaucoup de visites médicales en retard? Oui,
non, je ne sais pas. Le sondage s'affiche sur votre écran. Nous vous laissons quelques secondes pour y répondre et nos expertes commenteront les résultats par la suite. Nous avons déjà une tendance qui se dessine, Daisy et Elodie. Oui, on voit que effectivement, beaucoup nous répondent qu'il y a du retard dans la planification des visites médicales. Très bien. Le premier sondage est maintenant terminé. Les résultats vont s'afficher sur votre écran. Donc, on constate qu'à 55%, la réponse est oui. À 34%, la réponse est non. Et à 11%, la réponse est je ne sais pas. Restez connectés car en complément de ce premier sondage, si vous avez répondu oui à cette question, nous vous posons une deuxième question et la question s'affiche tout de suite sur votre écran. Si vous avez répondu oui, appliquez-vous la dispense de visite d'embauche lorsque c'est possible? Oui ou non? « 43% d'entre vous ont déjà voté. Si vous étiez 55% à avoir répondu oui, on devrait avoir 55% de votes à l'heure actuelle. Donc, on vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Très bien. Les résultats vont s'afficher sur votre écran. Daisy et Elodie, s'ils ont répondu oui à la question précédente, appliquez-vous la dispense de visite d'embauche lorsque c'est possible? 47% ont répondu oui et 53% ont répondu non. Pouvez-vous commenter ces résultats? C'est intéressant. Déjà, pour répondre à la première partie de la question, à savoir s'il y a beaucoup de retard, s'ils sont identifiés ou pas, il y avait aussi quelques réponses de je ne sais pas. C'est intéressant à observer, c'est qu'on ça traduit qu'il est quand même difficile de bien pouvoir avoir les outils de suivi, la bonne méthode pour suivre tous ces éléments, de savoir où on en est. Donc, les personnes qui ont répondu je ne sais pas déjà ne soyez pas surpris, vous n'êtes pas seul. On rencontre beaucoup de structures dans ce cas. Et pour la majorité de oui qui s'est dégagée, c'est quelque chose qu'on constate. Alors là, on peut pas rentrer dans le détail qualitatif, mais c'est quelque chose que nous on constate les retards beaucoup sur très souvent des structures qui sont multi-établissements avec des multiplicités en fait de SPSTI puisque ça complexifie le suivi, la gestion de ces éléments avec des visites plus ou moins, une gestion plus ou moins centralisée. Et le deuxième élément, c'est qu'en fonction de la région où vous vous situez, on le sait puisqu'on travaille avec tous les centres de santé du territoire, on sait qu'il y a des régions qui sont très très en tension, notamment sur les créneaux disponibles et sur les médecins du travail disponibles pour faire réaliser ces visites. Daisy, tu pourras peut-être nous parler un petit peu de la dispense de visite d'embauche et notamment de ce que tu constates dans la pratique. On est à peu près à moitié-moitié, là, une petite. Oui, je trouve que le prorata est plutôt favorable. Je suis même étonnée parce que c'est vrai que de par expérience, la dispense de visite n'est pas connue de tous. Donc, je vous félicite pour ceux qui l'utilisent par rapport à leurs nouvelles embauches. C'est extrêmement important. C'est un gain de temps. C'est aussi soulager les services de santé concernant la planification des visites médicales. C'est quand même important de pouvoir éviter à vos collaborateurs aussi de suivre une visite médicale s'ils en ont réalisé les années précédentes selon les délais. Donc, c'est plutôt favorable. Moi, je suis assez contente parce que je vois que vous êtes bien au fait de cette dispense de visite et je suis ravie, en tout cas. On va pouvoir continuer, du coup. Exactement. Et merci à tous pour le sondage. Donc, dans la continuité du suivi individuel de l'état de santé des salariés, d'autres évolutions sont à surveiller.
Vous avez la surveillance post-exposition et une nouvelle fiche de suivi et d'aptitude. Donc, je vais commencer par la surveillance post-exposition. C'est quelque chose qui a été mis vraiment au fait suite à la nouvelle loi de santé au travail. Donc, il s'agit du suivi qui peut être mis en place pour certains de vos collaborateurs qui sont en cessation des expositions susceptibles d'entraîner des effets différés sur leur santé. Donc, dès l'arrêt de l'exposition à un risque, vous devez organiser une visite médicale avec le médecin du travail. Donc, seul le médecin du travail peut réaliser cette visite pour vos collaborateurs. Donc, pourquoi cette visite a vu le jour? En fait, cette visite va permettre au médecin de faire un bilan sur la carrière du collaborateur et sur tous les risques auxquels il a pu être affairé. Donc, quand on parle de suivi post-exposition, comme vous le savez, quand on est en suivi renforcé, beaucoup de risques sont affichés. Mais ceux qui sont vraiment concernés par cette fin d'exposition, ce sont l'amiante, le plomb, les agents cancérigènes, les agents biologiques, les rayons ionisants, alors les risques hyperbares et les risques de chute de hauteur. Comme vous pouvez le constater, je ne vous ai pas parlé des habilitations électriques ou des autorisations de conduite parce qu'elles ne sont pas obligatoires pour une fin d'exposition parce que dès lors, ces deux risques n'ont pas d'impact fort sur la santé de vos collaborateurs. Sur la nouvelle fiche de suivi, alors là, ça a été quelque chose qui a été évoqué avec beaucoup d'instances. Cette fiche de suivi devait voir le jour dès l'apparition du décret, mais malheureusement, les outils de vos services de santé n'étaient pas équipés pour pouvoir produire ces nouvelles attestations de suivi et ces fiches d'aptitude. Je vais vous faire un petit focus sur ce qui change réellement sur ces attestations de suivi. En fait, dans l'encart du poste, vous allez avoir apparaître deux phrases. Une qui parle des mesures individuelles prévues et la seconde qui fait l'objet d'un suivi individuel renforcé. Donc, il y a deux phrases qui sont injectées suite au poste de travail. Donc, on a deux mentions complémentaires. Ce qu'on voit évoluer aussi, c'est dans le type d'examen. Vous allez vraiment avoir toutes les visites qui sont aujourd'hui dans la réglementation du Code du travail. Ce qu'on voyait souvent avant, c'était la visite initiale, la visite de reprise et la visite périodique. Eh bien, vous allez voir maintenant la visite mi-carrière, la visite fin d'exposition au risque. Donc, vraiment toutes les typologies de visites qui s'offrent à vous pour le suivi de vos collaborateurs. Et enfin, vous allez avoir une autre mention qui apparaît en dessous des types d'examens. C'est la mention si vous avez un collaborateur qui est vu par un infirmier, une infirmière ou un médecin collaborateur, il peut se garder le droit de proposer au collaborateur, selon le déroulé de la visite médicale, d'être vu par le médecin du travail. Donc, dès lors ce choix est fait, une coche est possible sur l'attestation de suivi qui va orienter le collaborateur vers le médecin du travail. Dès lors que cette coche est apposée sur l'attestation de suivi, bien évidemment, vous allez avoir une date de prochaine visite qui va être très rapprochée par rapport à la visite qui vient d'être réalisée. Ensuite, sur l'avis d'inaptitude, donc là, on parle des collaborateurs qui sont en suivi renforcé. Vous allez avoir des types d'examens plus allégés puisque quand on parle de suivi renforcé, on parle d'avis d'aptitude ou d'avis d'aptitude périodique. Donc, vous n'allez plus avoir que ça en type d'examen. Et aussi, dans le poste du travail, vous allez avoir la mention « Le poste fait l'objet d'un suivi individuel renforcé ». Voilà ce qui va changer. Alors, aujourd'hui, elles ne sont pas encore mises en pratique dans les services de santé parce qu'on attend vraiment que les textes soient mis en application. Mais je pense que c'est que partie remise parce que les services de santé ainsi que leurs prestataires de leurs outils ont demandé des délais de mise en application de cette fiche. Ça concerne l'ensemble des SPSTI, ça concerne l'ensemble des publicateurs des portails. Donc, autant vous dire qu'on n'a vraiment pas de délai à vous communiquer sur l'application de ces nouvelles fiches, nouvelles attestations de suivi en tout cas. Voilà pour les nouvelles évolutions à surveiller. Donc, on va passer maintenant, je vais laisser la parole à Elodie qui va rentrer dans le détail
d'une autre petite visite qui a été mise dans la loi de santé au travail qui s'appelle la visite de mi-carrière. Et Elodie va aussi vous parler de la déclaration des risques professionnels. Elodie, je te laisse la parole. Oui, on disait tout à l'heure qu'une des missions des SPSTI est bien de travailler sur la prévention des risques professionnels pour les travailleurs. Et c'est aussi dans ce cadre qu'a été mis en place la visite de mi-carrière. On disait tout à l'heure que les médecins du travail peuvent demander des visites complémentaires pour différents motifs. Donc là, on voit bien qu'on est sur une suite logique finalement, qui est la mise en place de cette visite de mi-carrière qui intervient dans le courant de la 45e année du collaborateur. Bon, il peut y avoir des petites variations en fonction des accords de branche, mais l'objectif vraiment de la mise en place de cette visite de mi-carrière, c'est d'avoir un état des lieux quand même assez précis de l'adaptation du poste de travail avec l'état de santé du salarié, en tenant compte des risques auxquels il est exposé. C'est de pouvoir également, on en reparlera après aussi, évaluer les risques de désinsertion professionnelle pour des raisons de santé, de situation de handicap notamment. Donc l'idée, c'est vraiment là aussi de prendre en compte l'évolution des capacités du salarié en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé. Et enfin, il y a un dernier objectif qui est de sensibiliser le salarié aux enjeux du vieillissement au travail et à la prévention des risques professionnels. Donc, on voit vraiment que c'est de la prévention qui est faite aussi bien pour à destination des employeurs qu'à destination du salarié. Que se passe-t-il à l'issue finalement de cette visite de mi-carrière? Bien, le médecin du travail peut proposer des mesures spécifiques telles que l'aménagement du poste de travail, donc en limitant par exemple les efforts de manutention, en supprimant le travail en hauteur, en travaillant sur l'atténuation du bruit. Donc ça, ce sont quelques exemples. Le deuxième type de mesures spécifiques qu'il peut demander, c'est l'aménagement du temps de travail, avec des aménagements d'horaires, notamment, on peut penser au travail de nuit par exemple, ou la mise en place de temps partiel adapté. Voilà, ce type d'éléments. Donc voilà, c'est une chose qui a été mise en place courant 21 suite à la dernière loi de santé. Je vais vous parler alors assez rapidement du document unique d'évaluation des risques professionnels, du DERP, qui devient en fait, qu'il va devenir obligatoire de transmettre à votre SPSTI. Alors, on sait qu'il y a eu quand même beaucoup de retard, de délais, etc. Daisy parlait tout à l'heure de l'évolution des outils numériques, etc. Donc, entre ce qui a été défini dans la loi, les prévisions, les surplus de communication, puis les ralentissements, on est un peu dans cette phase de transition. En tout cas, l'idée, ce qui est à noter, c'est vraiment d'organiser une meilleure traçabilité collective des expositions professionnelles pour permettre une meilleure mise en œuvre des actions de prévention au sein des entreprises. Et c'est pour cela que le DERP va devoir être transmis au SPSTI pour avoir des indicateurs de suivi clairement de la politique de santé au travail qui est jugée prioritaire. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ces éléments. Je vais laisser la parole à Daisy qui va vous parler un peu de la prévention de la désinsertion professionnelle. Merci Elodie. Effectivement, dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle, l'article 27 de la loi, pour renforcer cette prévention, a créé un nouveau dispositif. Donc, pour les salariés qui sont en arrêt de travail, ça s'appelle le rendez-vous de liaison. Ce dispositif n'est pas un rendez-vous médical, ce n'est pas une visite médicale, c'est une rencontre facultative organisée par l'employeur pour le salarié. Il a pour objectif de maintenir un lien avec le salarié et son employeur durant l'arrêt de travail. Donc, lors de ce rendez-vous, on peut l'informer qu'il peut bénéficier d'actions de prévention, d'une visite de pré-reprise, de mesures d'aménagement de poste, comme l'évoquait tout à l'heure Elodie. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vos collaborateurs dès lors qu'ils sont en arrêt de plus de 30 jours. Vous pouvez leur proposer, vous devez même leur proposer
un rendez-vous de liaison. Ce rendez-vous est à l'initiative de l'employeur ou du salarié en présentiel ou en distanciel. L'employeur informe le collaborateur qu'il peut organiser ce rendez-vous et bien évidemment, le collaborateur a le choix. Il peut demander, ce n'est pas une obligation, à ce que le médecin du travail ou quelqu'un du service de santé soit présent. Il peut également aussi être accompagné d'un référent handicap. Mais surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce rendez-vous, le collaborateur a le droit de le refuser sans sanction en fait. C'est vraiment quelque chose qui lui est favorable et qu'il a le choix d'accepter ou de ne pas accepter. S'il accepte que ce rendez-vous se fasse, donc il se fera avec vos services de ressources humaines. S'il souhaite que la médecine du travail soit présente, il faudra informer votre SPSTI pour qu'un rendez-vous soit fait dans les 8 jours, c'est très rapide. Et enfin, s'il veut que le référent handicap soit là, à charge de l'employeur de le convier à ce rendez-vous de liaison. Dans la continuité de la prévention de désinsertion professionnelle, nous allons évoquer maintenant le temps partiel thérapeutique. Donc le temps partiel thérapeutique, appelé souvent le mi-temps thérapeutique, c'est un dispositif de reprise progressive pour vos salariés qui peut être prescrit par le médecin traitant de vos collaborateurs suite à un arrêt maladie ou d'un accident de travail. Seul le médecin traitant est chargé d'estimer le temps hebdomadaire du mi-temps partiel thérapeutique. Donc, vous avez certainement vu passer des mi-temps partiels thérapeutiques à hauteur de 50%, 60, 70, 80, 90%. Donc, c'est vraiment fixé par le médecin traitant. Dans le secteur privé, cette phase de temps partiel peut durer 6 mois et renouveler 1 an. Il peut être refusé par l'employeur ou par la CPAM, mais dès lors qu'un refus est posé sur un mi-temps thérapeutique, il doit être justifié d'un motif d'organisation de service par rapport au nombre d'heures travaillées. Bien évidemment, quand vos collaborateurs se sont vus prescrire un mi-temps thérapeutique par leur médecin traitant, dès qu'un collaborateur veut reprendre le travail, on vous préconise souvent, et souvent ils le font de même, ils demandent une prévisite de reprise pour valider avec le médecin du travail cette mise en application du mi-temps thérapeutique. Et cette préconisation, vous allez retrouver tous les éléments sur l'attestation de suivi. Quand vous aurez une coche en bas de l'attestation de suivi où on va avoir aménagement du poste, et vous aurez un second feuillet qui va décrire effectivement la mise en place du mi-temps thérapeutique pour votre collaborateur. Voilà ce que je peux vous dire sur le mi-temps thérapeutique. Et je vais peut-être... Merci beaucoup, Daisy. Malheureusement, le temps file et pour Oui. la fin du webinaire, le deuxième sondage ne sera pas effectué, donc on va passer directement à la seconde partie du webinaire. Et après, du coup, on prendra le temps, parce que c'est important pour nous de répondre à quelques-unes de vos questions. Si malheureusement nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous avec une réponse personnalisée par email à la fin de la session. Donc voilà, donc Daisy, Elodie, on continue sur la deuxième partie du webinaire et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Vas-y, Daisy, pardon. Ah, mais je vous en prie. Donc là, on va aborder maintenant la réorganisation des SPSTI et les conséquences pour la gestion RH des visites médicales. Donc, la réorganisation des SPSTI va passer par des modifications de la procédure d'agrément. Donc, chaque SPSTI fait l'objet d'un agrément. Cet agrément, il est délivré par la DREES. C'est un agrément qui a une durée de 5 ans. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier avec beaucoup d'éléments, dont la couverture géographique qu'évoquait Elodie tout à l'heure, assurée pour les professionnels, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés, de la mise en œuvre des dispositions des CPOM par le SPSTI et des résultats de procédures de certification. Effectivement, dans les procédures d'agrément aujourd'hui, les SPSTI doivent être certifiés. Donc, ils doivent répondre à une certification. Chaque service de prévention doit réaliser cette certification avec c'est des organismes indépendants. Un référentiel
est concerné par cette certification qui va rappeler la qualité et l'effectivité des services rendus, l'organisation et la continuité du service, la gestion financière et la tarification et son évolution, et surtout, on va parler aussi de la protection des données personnelles des collaborateurs. Aujourd'hui, on a deux organismes qui sont présents, le COFRAC et l'AFNOR. Donc, les SPSTI doivent vraiment justifier du pilotage de la démarche, de la maîtrise des procédures, des outils d'évaluation et des indicateurs de suivi mis en place dans leur démarche d'amélioration continue. Naturellement, chaque SPSTI devra certifier au plus tard, être certifié au plus tard le 1er mai 2025. Autant vous dire que c'est demain. Donc, ils doivent être tous en ordre de marche pour pouvoir présenter leurs agréments, leurs certifications dès mai 2025. Ce qui va nous emmener dans une tendance où vous allez avoir une fusion des SPSTI. Effectivement, dans beaucoup de régions, depuis le début de l'année, vous avez dû constater un certain nombre de rassemblements des SPSTI. Pourquoi? Déjà d'une part, parce que la procédure d'agrément devient de plus en plus lourde pour les services de santé. D'autre part, parce qu'on constate depuis quelques années une vraie pénurie dans le personnel médical des services de santé. On a une population vieillissante également dans les services de santé et ils ont beaucoup de mal à recruter des médecins du travail ou des infirmières du travail. Donc, c'est le constat qu'on en a depuis quelques années et c'est la raison pour laquelle vous allez voir de plus en plus des SPSTI se rapprocher des uns et des autres pour ne former qu'un. Nous allons passer maintenant au logiciel métier et plateforme collaborative. Donc, toujours dans la modification de procédure d'agrément, un logiciel métier et une plateforme collaborative a été mise à disposition des SPSTI. Cela permet à chaque SPSTI de choisir et de mettre en œuvre un système d'information adapté aux enjeux de la réforme, les fonctionnalités, la sécurité et l'interopérabilité. Donc, ce terme est vraiment très compliqué à exposer, mais ce qui va permettre aussi de suivre en commun le dossier médical en santé au travail de vos collaborateurs. Nous allons passer maintenant aux pistes qui vont permettre peut-être de remédier à la pénurie des médecins du travail. Élodie? Tout à fait. Il y a en effet plusieurs pistes qu'on va légèrement détailler parce qu'en effet le temps file. En premier lieu, on l'a évoqué, hein, il y a une concentration des SPSTI. L'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir arriver à une mutualisation des moyens humains des centres médicaux. D'autres pistes qui existent, bien sûr, on a commencé à l'évoquer, on va le développer un petit peu plus derrière, c'est les suivis par des infirmiers et infirmières de santé au travail. On va évoquer également l'autorisation de convention avec les SPSTA, la possibilité d'avoir recours à la télémédecine et le médecin praticien correspondant. Donc concrètement, pour vous évoquer un petit peu la mise en œuvre et l'impact de passer par des infirmiers de santé au travail, on voit hein, qu'il y a un bon nombre de visites qui peuvent être déléguées aux infirmiers et infirmières de travail, mais également à des collaborateurs médecins ou à des internes en médecine du travail. Cette délégation, bien sûr, est encadrée par un protocole. Et vous le voyez à l'écran sur le tableau, en fait, ça va dépendre du type de suivi qui est effectué pour le collaborateur, mais également de la typologie de la visite, des visites, fonction qu'on est sur des visites d'embauche, de reprise périodique, etc. On a certaines visites qui peuvent être assurées par des infirmiers. Des l'a dit, c'est vraiment l'idée de faire face à la pénurie et au départ en retraite de beaucoup de médecins du travail. Il y a des impacts hein, qui sont doubles. C'est que de votre côté, vous avez la possibilité de former vos propres infirmiers et infirmières en entreprise à la santé au travail afin de pouvoir réaliser un certain nombre de visites médicales
si une convention et un protocole sont mis en place avec vos SPSTI. Une autre implication qui est plus administrative, c'est qu'on voit qu'il devient vraiment indispensable dans le suivi administratif de l'employeur des visites effectuées pour les collaborateurs, d'adopter un pilotage rigoureux du type de praticien ayant également examiné le collaborateur, puisque ce sera impactant dans la gestion des créneaux disponibles finalement proposés par les SPSTI. Non, je laisse la parole à Daisy. Il nous reste, qu'on soit très synthétique. Bon, on va continuer dans les pistes pour remédier à la pénurie. Nous avons aussi les possibilités d'autoriser, on a l'autorisation de faire des conventions avec des services de prévention autonomes. Donc là, ça peut aussi vous donner un peu plus de créneaux pour pallier au retard de la planification des visites médicales. Vous avez la possibilité d'avoir recours à la télémédecine, donc les téléconsultations. Aujourd'hui, la tendance est plus à la baisse auprès des services de santé. On a vu ce dispositif se déployer pendant la période Covid et il y a eu un vrai retour arrière des services de santé sur la pratique de la télémédecine. Vous avez également le médecin praticien correspondant qui peut arriver dans cette piste d'amélioration. Alors, à date aujourd'hui, ce n'est pas encore mis en place. C'est toujours dans les tuyaux, c'est toujours à l'étude. Ça veut dire qu'un médecin de ville pourrait éventuellement travailler en collaboration avec les services de santé au travail. Aujourd'hui, rien n'est fixé, rien n'est arrêté, aucun décret n'est sorti, mais ça a été évoqué lors de la nouvelle loi de santé au travail de 2021. Enfin, on va vous parler de la digitalisation des SPSTI. Donc, pourquoi les SPSTI se digitalisent de plus en plus? Déjà par un gain de temps et d'organisation. Donc, les SPSTI mettent en œuvre des systèmes d'information adaptés aux enjeux de la réforme. Donc ça, c'est une obligation dans leur certification et dans leur agrément, avoir un logiciel métier et une plateforme collaborative que nous avons évoqué tout à l'heure. Mais également, ils vous mettent à disposition des espaces adhérents, en fait, que vous avez sur les sites de vos services de santé, par lesquels vous connectez avec un identifiant et un mot de passe. Et ça vous donne justement la possibilité d'avoir une vision globale sur vos effectifs qui sont inscrits auprès des services de santé, de gérer ou de récupérer vos convocations sous forme numérique. Vous avez aussi le partage de documents qui s'est mis en place. Vous allez pouvoir retrouver des attestations de suivi, mais également vos factures et un point des factures qui sont en attente de règlement ou qui sont réglées. Donc, c'est une vraie transparence de la part des SPSTI pour avoir une meilleure collaboration avec leurs adhérents et leur permettre d'avoir un suivi fluide sur l'activité des visites médicales. Bien évidemment, tout ça dans le respect des référentiels d'interopérabilité et de sécurité. Merci beaucoup, Daisy. Alors, on fait un sondage très rapide et après, on essaiera de répondre au maximum de questions que vous nous avez posées dans le chat. Alors, le sondage va apparaître sur votre écran. Avec combien de SPSTI travaillez-vous? Entre 1 et 10, entre 10 et 50 et plus de 50. On vous laisse quelques secondes pour y répondre et rapidement, nos experts commenteront ces résultats avec vous. Une première tendance se dessine déjà. Très bien, vous êtes déjà 70% à avoir répondu. Très bien, le sondage est maintenant terminé et les résultats vont apparaître sur votre écran. Alors, Daisy et Elodie, 60% ont répondu entre 1 et 10, 19% ont répondu entre 10 et 50 et 21% à plus de 50. Avez-vous un commentaire sur ces résultats à nous transmettre? On se rend bien compte qu'effectivement, la majorité des participants travaillent avec beaucoup de SPSI, ce qui va multiplier en fait tous les fonctionnements avec les portails, avec la collaboration des médecins du travail, avec les cadencements des visites. Donc, c'est multiplier toutes les communications, multiplier toutes les organisations des médecins du travail. Et on sait combien, au quotidien, ça peut être très, très difficile
et lourd de conséquences pour les services qui gèrent tout le suivi des collaborateurs en médecine du travail. Voilà ce que moi je constate. Très bien. Elodie, tu Merci. souhaites rajouter? Ok, Non, on va laisser super. un peu de place aux questions. Exactement. Alors, voici déjà une première question, Elodie et Daisy. Alors, attends, je sélectionne parce que vous avez été nombreux à nous en avoir posé pendant tout le webinaire et on vous en remercie. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce terme SPSTI. Est-ce la même chose C'est qu'un dur. IRP? Est-ce la même chose qu'un IRP? Je peux répondre si vous voulez. Un IRP, non, c'est pas un service de santé, hein. Un IRP, c'est quelqu'un qui est propre à l'entreprise, hein. C'est tout ce qui est représentant du personnel. Et le SPSTI, bah, c'est votre service de santé au travail avec lequel vous allez travailler sur la prévention des risques et sur le suivi de vos collaborateurs, sur l'état de santé en fait de vos collaborateurs. Donc, ce n'est pas la même chose. Le centre médical auprès duquel vos collaborateurs vont passer leur visite médicale. Très bien, merci beaucoup à vous. Je vous pose une deuxième question. C'est mon service de santé qui m'informe qu'il y a des dispenses d'embauche sur certains salariés. Est-ce correct selon vous? Alors oui, effectivement, le SPSTI peut informer les employeurs de la dispense parce que s'ils ont stocké le suivi du collaborateur, s'ils ont la dernière attestation de suivi, c'est eux qui vont valider cette dispense de visite. Parce que dès lors que vous demandez une dispense de visite, il faut la faire auprès du SPSTI qui, lui, va valider cette dispense dès lors qu'il est en possession de la dernière attestation de suivi. Donc oui, il peut vous en informer. Très bien. Elodie, tu souhaites rajouter un élément? Non. Super. Alors, on passe à une troisième question. Les SPSTI doivent-ils avoir une plateforme Internet pour le suivi du personnel? Vas-y, Hello, Vas-y, pardon. Vas-y, ça Elodie, reprend je t'en ce que disait Daisy sur cette dernière partie, que ça fait partie aujourd'hui de leurs obligations. On l'a vu aussi, on est sur des périodes de transition, donc il y a eu certains rapprochements de centres qui utilisent des plateformes communes, mais on reste malgré tout sur une grande disparité dans les plateformes mises à disposition. Ce qui peut complexifier un petit peu la chose quand on travaille avec de centres, parce que ça veut dire que c'est à vous, adhérents, de vous adapter aux différents outils disponibles. Mais oui, on est sur une obligation à laquelle ils doivent répondre aujourd'hui. Merci beaucoup, Elodie. Daisy, tu souhaites rajouter un élément ou autre? Très bien, Non, super. c'est. Alors, je vous pose cette dernière question, car malheureusement, le temps file vraiment très vite. Ouais. Face à la pénurie de moyens humains dans les SPSTI, comment garantir mon obligation employeur en termes de visites obligatoires, notamment en ce qui concerne les visites de reprise? Dois-je leur adresser un courrier en LRAR? Alors effectivement, hein, pour sauvegarder justement, pour vous protéger, vous, employeur, dès lors que vous avez un retard ou une pénurie de visites médicales et que vous constatez que ce soit même pour les visites périodiques, hein, visite d'embauche, visite de reprise, vous pouvez dès lors faire un courrier d'alerte auprès du service de santé. Ce qu'on vous préconise, c'est de faire un courrier d'alerte au directeur du service de santé, mais également au service adhésion pour les informer que vous avez un vrai retard sur l'organisation et un dysfonctionnement du service de santé, ce qui va vous protéger, vous, en tant qu'employeur, sur vos obligations dans le cadre des visites médicales. Et ce courrier, on vous conseille bien sûr de le sauvegarder. Dès lors que vous avez un courrier en recommandé, eh bien effectivement, ils devront vous répondre à ce courrier et peut-être qu'ils vous proposeront des solutions adaptées pour pallier au retard de vos visites médicales et au dysfonctionnement qu'ils ont en place. J'ai fait un réflexe très important, quel que soit le type de visite, de bien tracer en fait les refus du centre et en effet de passer par des courriers d'alerte plus formels dans certaines situations. Tout à fait. Super. Bah, merci infiniment Daisy et Elodie pour ce webinaire sur les dernières actualités des visites médicales. Ce webinaire est maintenant terminé. Le support de présentation de cette session vous sera envoyé par email à la fin.
et nous vous remercions pour vos nombreuses réponses. Nous reviendrons vers vous avec une réponse personnalisée par email et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci encore Daisy et Elodie. Merci. Et bonne Merci journée Alexandra, merci à tous. à tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.